Noël Devaux. Qui se souvient de Noël Devaux ? Qui se souvient du maître de la nouvelle fantastique de la deuxième moitié du XXe siècle en France ? Qui se souvient d'un des plus grands prosateurs de ce même siècle ? On cite Julien Gracq, parce que l'écho ne cesse jamais, parce qu'on le lit peu, mais l'on retient la rumeur hellénique de son nom. À un étage plus bas du purgatoire, l'on cite dans d'étranges cénacles le patronyme de Guy Dupré, dont j'avoue moi-même à peine entré en noviciat à son endroit. Mais plus bas encore, qui trouve-t-on ? Que ce soit aux nominations ou aux récompenses de nombreux prix littéraires, on trouve cet inconnu sans visage. Sans visage comme la mystérieuse et cérémonieuse dame de l'auberge Parpillon, qui ouvre le recueil du même nom. Le premier d'une vingtaine, publié en 1945 chez Gallimard, comme la majeure partie de son œuvre. Mystérieuse dame, qui tombant sur le narrateur, qui s'éveille d'une sieste par une journée de grande chaleur, entre ombrelle et arabesque, qui sont les membres d'un bestiaire inerte et suranné qu'affectionne Noël Devaux, lui déclame par deux fois, prophétiquement. Honneur aux étrangers. Honneur au prix Valéry Larbaud en 1981. Honneur au prix des critiques en 1974. Honneur au prix de la Nouvelle en 1977. Honneur au Grand Prix de littérature de la Société des gens de lettres en 1989. Une année après André d'Hôtel, le rêveur. 6 après Jean Cassou, le trop classique. 7 après Raymond Abellio, l'éléphantiasis cérébrale. Une année avant Robert Pinget, l'inquisiteur fantasque de l'ombre. Et 2 ans avant Pierre Gascard, dont j'ai déjà évoqué un récit magnifique dans ce podcast. Ou encore 3 ans avant Henri Thomas, dont l'œuvre requiert toute notre incorruptible attention. Eh bien voilà. Voilà que tous les oubliés de la littérature française sont empaillés au même cérémonial. La tablée de l'oubli. Le harem de l'invisible. Non pas grand prix de littérature de la Société des gens de lettres, mais des gens du non-être. Curieux prix qui couronne les écrivains incontestables, tellement incontestables que personne ou presque ne songe à le rappeler. Voilà quelques victimes d'un tombeau bien trop scellé, victimes des métamorphoses du temps, eux qui furent régents incorruptibles de la prose, eux qui s'enfermèrent, tant par leur volonté qu'à cause de l'incurie générale, dans leur belle cité à l'abri de la lèpre verbale qui les entourait, à l'instar des personnages de la nouvelle intitulée Le Camp des lépreux, publiée en 1948, par Albert Béguin, dans le recueil Le Pressoir mystique. Dans cette nouvelle, les régents d'une citadelle indomptable se sont barricadés chez eux pour se préserver de la maladie qu'ils ont rejetée dans des camps à l'extérieur de la ville. Mais l'on découvre bientôt avec le narrateur soudain capable de voler, espionnant alors la citadelle de l'élite, que les hommes supérieurs sont devenus, loin des foules, des lions avides, des lions déchaînés, rois d'une savane vide, d'une Bastille destituée. Rentrant alors dans son camp de prisonnier, le narrateur découvre l'irrésistible fatalité. C'est lui qui est libre, et donc supérieur. Et nous autres lecteurs, à la recherche des royaumes perdus, comprenons que s'attaquer aux écrivains oubliés, c'est découvrir des bêtes littéraires à la place des hommes académiques. C'est risquer les morsures dangereuses autant que maudites. Oublieuse postérité, épisode 11. Les contes métaphysiques. René Forgeot, alias Noël Devaux, est né en 1905. Il a écrit plus d'une centaine de nouvelles, de courts récits et de contes qu'un fantastique métaphysique vient lentement, mais sûrement infecter. Son premier recueil date de 1945, L'auberge Parpillon, mais ses premières nouvelles sont antérieures. 1937 pour l'écriture, juillet 1938 pour la nouvelle intitulée Le Mont Coelius, sa première parution dans la revue Mesure, créée officiellement par Henry Church, et en sous-main par Jean Paulhan, l'éminence grise des éditions Gallimard. Jean Paulhan, il le rencontra par l'entremise d'une entrevue fortuite,
en cure dans une ville balnéaire, celle de Boris de Schlosser, que nous connaissons tous, peut-être sans le savoir, musicologue mais aussi traducteur, entre autres, de Dostoïevski, de Gogol, de Leskov, de Tchekhov, dont certains travaux font encore autorité aujourd'hui. De Vaux, admirant les doubles recherches de Schlosser, les deux hommes se lièrent, et c'est ainsi que Schlosser introduisit De Vaux auprès de Pollan. Comme souvent, Pollan résume assez justement les premières sensations d'un contact avec l'œuvre de De Vaux. Dans sa postface à l'auberge Parpillon, il écrit, je cite, « Eh bien, les contes de Noël de Vaux sont à la fois denses et stricts, mystérieux et cependant exacts, fidèles de toute évidence au grave dessein de leur auteur. Mais ils ont une qualité qui passe de loin toutes celles-là. Ils sont assez ennuyeux. » L'on remarque déjà fort bien l'habile contradiction entre qualité et ennui, que rehausse non moins adroitement la liste des qualités premières dressées dans la phrase d'avant. Et d'ailleurs, que valent ces qualités ? Denses et strictes, mystérieux et fidèles au grave dessein de leur auteur. Se pourrait-il que Pollan nous enjoigne à une lecture a contrario de son amère louange ? Faut-il d'abord voir une liste de qualités sans saveur que, je cite, passe de loin l'ennui, c'est-à-dire qu'il le passe par le bas, non par le haut, et devient donc le qualificatif primordial de l'œuvre qu'il a lui-même fait publier. On le sait, Pollan était un énigmatique correspondant, un maître par non-dit, un esprit difficile à comprendre, comme l'avouait dans ses lettres Raymond Guérin par exemple. Mais l'on sait aussi qu'il était fidèle et juste, capable de rude silence, mais de soutien tout aussi sûr. Pensons à Léon Bopp, à ses entreprises colossales et à ses requêtes insistantes. Dans sa postface, Pollan poursuit, et c'est là un compliment négatif d'une extrême valeur, peut-être en un court paragraphe, la clé de bon nombre de ses choix éditoriaux, ainsi que le cœur du lien, parfois intrépide, qui unit le lecteur, qui croit être dompteur, à ses lions prosateurs. Voici Pollan à nouveau. Nous n'apprenons pas très vite à lire De Vaux. Il nous faut d'abord tâtonner, essayer de ceci et de cela, le quitter et puis le reprendre, longtemps avant de nous sentir à peu près chez nous dans ces histoires. Il faut même nous irriter contre lui, et principalement si c'est une revue qu'on nous a prêtée, l'envoyer promener par terre. Enfin, donner tous les signes de l'impatience. Mais j'ai parlé, non sans timidité, de mon expérience et je puis dire qu'elle m'a du moins appris ceci. C'est que la valeur d'un manuscrit, et d'un livre, se mesure assez exactement à la résistance qu'il m'oppose, sous une correction apparente, à certains obstacles en lui, où je bute, et bute encore, à certaines difficultés, où je suis d'en reconnaître l'intention, de m'accorder à lui, de savoir ce qu'il me veut, et pourquoi, comme disent les gens du Midi, il me dévarie. Bref, à l'ennui. Après avoir noté le sympathique clin d'œil à propos de la revue à jeter par terre, qui n'est autre que sa propre revue, Mesure, que nous venons d'évoquer, il faut en venir à la véritable question que je me suis moi-même posée, ayant ressenti exactement la même incertitude que Pollan en lisant mon premier recueil de De Vaux, qui, il faut le préciser, n'était pas celui préfacé par l'éditeur. Et cette question est la suivante. Qu'est-ce qui rend la lecture de Noël de Vaux à la fois ardue et hypnotique ? Il faut tout d'abord démêler la contradiction. L'hypnose utilise généralement des mécanismes simples pour altérer la conscience. Noël de Vaux, lui, parvient à ce résultat par la mise en place d'une langue complexe, d'une narration parfois périphérique, d'enjeux qui peuvent paraître confus, et bien souvent, au terme du conte, d'une résolution parabolique lacunaire. En somme, sa méthode d'écriture est exigeante, aux antipodes de l'immédiateté,
faite d'allégories et d'images dont on décrypte mal la symbolique. Comme l'écrit Paulan, il faut s'accrocher pour aimer Deveau. Et même si l'amour est loin d'être clair à l'issue du premier recueil, il faut persévérer, et à notre grand étonnement, on le fait bien volontiers, victime volontaire de l'obscur hypnotiseur, bientôt impatient de retrouver les collets et les faux-semblants, alors que l'impression de n'avoir saisi que la moitié du sous-texte devaulois est encore patente. Les textes de Noël Deveau, en plus d'appartenir exclusivement au format court, hantent la même veine, celle du fantastique. Mais le fantastique est protéiforme, surtout au XXe siècle, et celui de Deveau n'est pas exactement celui d'autres maîtres du genre, comme Marcel Béalu ou Marcel Aimé. Bien sûr, il a consommé les figures tutélaires, Hoffmann en tête, bien qu'il se garde d'invoquer le romantisme allemand comme source de son inspiration. Pour ensuite, et les petits comme les grands romantiques, Nodier, Maupassant, Mérimée, Villiers de l'Isle-Adam, Barbet d'Aurevilly, Schwab. Mais ce sont d'autres affluents qui ont bâti ces cauchemars. Ce sont d'abord la Bible, le Nouveau Testament et les grands prophètes. Sont eux qui l'ont marqué, lui le jésuite. Puis dans un second temps, les Russes, et surtout Gogol. Il évoque aussi Chesterton, l'auteur de l'Homme éternel. Il apparaît ainsi bien naturel, à l'aune de ses influences, que ne pouvait résulter dans ses contes qu'un fantastique marqué par la foi, marqué par le mal et la mort. Ce que Jean-Baptiste Barognan résume très bien dans la formule suivante, la désacralisation du quotidien. Désacralisation telle qu'elle permet l'incursion du fantastique. Il faut que ce monde soit dans un état bien précaire, qu'il soit parcouru de lézardes, de failles, de crevasses, pour que s'immiscent comme un parasite antiseptique, pour ne pas dire salvateur, des images à la fois farfelues et angoissantes. C'est ainsi que les narrateurs de ces nouvelles, quasi exclusivement à la première personne, sont bien souvent des individus dont on devine une éducation supérieure ou au moins un esprit singulier. Ils s'expriment avec subtilité, avec complexité, n'hésitent pas à recourir à des métaphores nombreuses et à des images issues du sérail religieux ou païen. Ces personnages cultivés et raffinés, parfois anonymes dans la foule, parfois titulaires d'un titre de noblesse, ou simplement d'une profession caractéristique, sont, aux prémices des contes, inébranlables. Ils semblent être en bonne santé, à la fois physique et mentale. À vrai dire, ils semblent être l'archétype de l'indéboulonnable, non pas par vanité ou orgueil, seigneurs omnipotents dans un jardin de mauvaises herbes, mais bien plus par absolue sérénité. Ils sont équilibrés, polis, vertueux. Ils sont en somme à la fois le pire des sujets pour la marée du fantastique, bien trop solides pour être submergés par la vague. Mais c'est bien cette singularité qui crée le fossé. Bien trop pragmatique pour croire aux chimères, la lente ou soudaine raréfaction du réel ne peut que les ébranler. Le sel onirique les ronge. La transgression est bien souvent celle d'un concile. Les narrateurs de Deveau, en plus d'être intelligents, sont souvent seuls. Enfermés par goût ou par contrainte dans leur solitude, ils se meuvent. Et c'est presque à chaque fois la rencontre qui crée le fantastique. Mais plus encore qu'un diable, qu'un prophète, qu'un mendiant, c'est la foule qui transforme la réalité. Quand le narrateur découvre la multitude, alors il comprend que le monde n'a plus de limites, ni de frontières. Il y a dans cette confrontation du singulier au pluriel, de la certitude au renouveau, un aspect proprement sacré. Bal masqué, réunion de village, messe noire de voisins, c'est bien entendu tout un folklore que Deveau reprend et détourne plus qu'il n'invente. Mais c'est un folklore du nombre, comme si le poids, la foule, créait la vérité. Mais quelle vérité ? Deveau est loin d'être dogmatique. C'est tout le contraire. Le dogmatisme n'étant que l'appauvrissement méprisable des lettres par le chiffre, Noël Deveau laisse à son métier de toujours, les mathématiques. Lui qui fut ingénieur dans des centrales thermiques pendant 40 ans. Pourtant, de ces sarabandes, le narrateur ne peut plus échapper.
c'est que dans cette folie pragmatique, je cite, « Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Ainsi, toute image immatérielle est susceptible de devenir le nouvel horizon de la pensée humaine chez De Vaux. C'est le poids des symboles chrétiens qui tentent de résister à l'approche de la mort. Antonin Suberbord, dans sa nouvelle, le dit, et je cite à nouveau, « Apprenez qu'à l'âge où l'esprit s'oriente vers les réalités supérieures, ou bien abdiquant sa noblesse se prostitue à l'immanent, 3 événements prodigieux, les points de suspension. » Et l'enseignement n'est pas dévoilé, et pour le lecteur, c'est aussi l'affaissement des certitudes. Cet être qui semble me dépasser par sa maîtrise intellectuelle, émotive, éthique, est, et c'est un fait, après quelques pages, confronté à l'avènement de la fantasmagorie sans la comprendre fondamentalement. Que puis-je donc ressentir, moi, qui suis bien plus de chair que d'acier ? C'est justement là que se noue une dramaturgie de la compréhension. Le lecteur ne sait pas exactement ce qu'il attend. Il a une idée fixe, celle de la révélation. Cette lampe dérive vers, comme l'écrit Gaëtan Picon, un inconcevable sans éclat, sans violence, qui n'a rien à voir avec les orages du fantastique, nous laisse croire qu'une explication sera donnée, qu'il faudra bien trouver un remède à cette fracture narrative. On l'attend, on le pressent, sans parvenir à en trouver l'exacte recette, puis les derniers paragraphes du conte arrivent, et Noël De Vaux nous laisse comme il nous a trouvés, sans avoir fait attention à nous, sans avoir commis l'irréparable, c'est-à-dire avoir écrit en songeant à son lecteur. Il nous laisse dans l'incertitude, dans le doute, sûrement pas dans la colère ou la duperie, car l'on continue à s'interroger sur le sens de tel exode, sur la signification de cette histoire racontée tour à tour par 3 bougres assis sur le bucrane, sur la réelle identité de ce diable qui écouta les confessions alcoolisées d'un faux ambulant, certain d'avoir signé le pacte de son sang, plutôt que du subterfuge théâtral qu'il aurait dû utiliser. Noël De Vaux n'a rien à dire qui fait sens. Noël De Vaux n'a que faire de l'attente frustrée du lecteur. Pour autant, s'il faut essayer de comprendre l'art et les intentions de Vauçoise, alors il faut peut-être s'arrêter un peu plus longtemps sur 3 nouvelles au moins. Bal chez Alféonie d'abord, Bucrane ensuite, et Explicite enfin. Toutes 3 appartenant au même recueil paru en 1955. Dans Bal chez Alféonie, dédié à l'illustrateur et réalisateur Alexandre Alexeïev et à sa compagne, la mise en scène du double peut aisément être perçue. Le narrateur découvre un recueil d'Alféonie chez un bouquiniste. Recueil de textes admirables, dédié à un critique littéraire reconnu que ce dernier ne prit même pas la peine de lire. En attestent les pages non découpées de l'ouvrage. Écrivain parfaitement secret, en marge de toute manifestation littéraire, et pourtant, je cite, « Chaque page du recueil, chacune de ces phrases sont chargées d'une puissante poétique irrésistible, je devrais dire intolérable. » D'autres passages qui parcourent le texte peuvent être lus de la sorte, comme une sorte justement d'autocritique ou comme une sorte d'autobiographie. Mais bientôt, là de sa métatextualité, le texte dérape. Parvenu chez Alféonie après un périple à la limite du raisonnable dans des rues étranges, le narrateur et son ami sont conviés à un bal qui bientôt dérape et laisse entrevoir furtivement un cadavre au milieu des danseurs. Cadavre bientôt avalé par la foule, dont on découvrira ensuite qu'il était celui d'Alféonie. Alféonie d'ailleurs, qui n'était qu'un pseudonyme, comme De Vaux pour Forgeot. Dans Bucrane, dédié au critique Gaëtan Picon et à sa compagne, c'est à une allégorie de la création littéraire, ou artistique, que se livre De Vaux. Face à un crâne démesuré, dans un jardin ombragé,
Le narrateur écoute tour à tour 3 hommes raconter la même histoire bizarre à propos d'une apparition dans un train, d'un cahier couvert de papier bulle, d'une retraite dans un village aux allures de forteresse et de la disparition d'une femme. Bientôt, l'on découvre que les 3 conteurs sont soumis à des règles, même temps de narration pour chacun d'entre eux. Obligation de continuer l'histoire là où elle s'arrête, en reprenant les mêmes personnages. Interdiction de couper le conteur, même s'il fait divaguer l'histoire. On retrouve ainsi l'image simple des errements de la conscience créative, assise, avachie ou accoudée, à ce crâne démesuré que contemple le narrateur, ici créateur-spectateur, de ce qui s'écrit en même temps qu'il le pense. Le leitmotiv est simple. Inspiration, césure, déraison. Mais égalité des voix. Deveau compose à plusieurs voix, sans en privilégier aucune, et voilà la clé de l'impression à la fois cohérente et déficiente de ses contes. Son processus de création brise la continuité de l'écriture par le recours aux contradicteurs alliés qui pullulent dans l'esprit de l'écrivain. Voici la liberté que permet le conte, que ne permet pas d'autre mode d'expression, et, évidemment, Deveau en est conscient, qualifiant plusieurs fois les 3 hommes de conteurs, et non de narrateurs, d'orateurs ou d'autres choses. Dans Explicite, enfin, dédié à l'artiste Jacques Chapiro, prenant le prétexte d'un peintre ayant voulu peindre un visage entrevu dans ses songes, questionné sur le sens de son œuvre par un roi, le peintre ne put trouver pour seule réponse que la présentation de son matériel, l'évocation des conseils que jadis son maître lui avait prodigués, la désignation de lieux pour lui inspirants, la lecture de ses cahiers intimes. Déçu, le roi le condamna, et durant sa dernière nuit, le peintre demanda Dieu pourquoi personne ne le questionne à propos des pierres, des étoiles ou des animaux. Au réveil, à l'aube de son dernier jour, apparaissent alors les fleurs qui n'existaient pas encore dans ce monde. Et cette pièce ferme le recueil. Voilà donc la morale bénigne de ce conte et de l'art poétique de Deveau, adressé par les dédicaces, aux critiques autant qu'aux créateurs. On ne demande pas à un écrivain ce qu'il a voulu signifier, au risque de voir apparaître de nouveaux mystères, reprenant là parfaitement à son compte l'avertissement qui clôturait la préface de Jean Paulhan, écrite 10 ans plus tôt, et je cite: « Est-ce que je puis, pour finir, lui donner un conseil encore, un proverbe d'enfer, comme dit l'autre. Et voici. Que le poète obscur persévère dans son obscurité, s'il veut trouver la lumière. »